Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Nous avons été heureuses de vous présenter la saison 1 alors que nous étions étudiantes en Ayurveda. Cette saison nous a permis de rencontrer et de vous faire connaître des personnes inspirantes et de partager avec vous notre passion pour l'Ayurveda. Au fil de cette saison 1, nous avons évolué et d'étudiantes, nous sommes devenues praticiennes. Comme vous avez pu vous en rendre compte, l'Ayurveda est un domaine très vaste et notre envie d'apprendre, elle, est sans limite. Nous sommes donc heureuses de continuer l'aventure du podcast Ayurveda et de partager avec vous de nouvelles rencontres dans cette saison 2. Dans cet épisode 17, nous accueillons Emeline Diaz-Roman, créatrice du centre Shanti Yoga, centre de formation et de pratique holistique. Dans cet épisode, nous parlerons d'Ayurveda et de l'accompagnement que peuvent avoir les minéraux et les huiles essentielles dans vos pratiques. Nous aborderons également le thème passionnant de la conscience animale et du lien primordial entre l'homme et l'animal. Bonne écoute! Bonjour Emeline! Bonjour. Alors Emeline, nous allons décrire rapidement ton parcours. Donc, après des études à Sciences Po, tu t'es orientée vers une carrière engagée en tant que consultante experte sur les changements climatiques, essentiellement en appui aux pays africains, et ensuite à travers la création de ton association Raindrop, qui lutte contre la pauvreté et la sécheresse dans les villages ruraux d'Inde. En 2007, tu as découvert le yoga, qui t'a apporté sérénité et maîtrise des émotions, et t'a ouvert d'autres horizons. Et le yoga t'a ensuite emmené à découvrir d'autres pratiques, telles que l'Ayurveda, les soins énergétiques et autres thérapies naturelles. Tu es passionnée par les chevaux depuis ton enfance et tu as aujourd'hui réussi à regrouper toutes tes passions et pratiques et à les mettre à disposition des autres à travers l'association Shanti Yoga qui se trouve dans le Périgord. Donc, vous avez créé Shanti Yoga en 2013 avec ton conjoint. Donc, comment vous est venue cette idée et qu'est-ce que tu proposes à travers ce centre et cette école de formation? Alors, donc l'idée de créer Shanti Yoga, elle est vraiment liée à tout ce que j'avais fait, donc auparavant, dont tu as parlé. Donc vraiment, c'est, enfin, cette idée de faire correspondre un certain nombre de valeurs et de visions de la vie, que sont le respect de la nature, de l'écologie et en même temps cette conscience que j'ai enfin qui petit à petit s'est affinée justement quand j'étais consultante, au niveau international, de la nécessité que pour respecter la nature et pour être dans des changements au niveau, environnemental et des changements comportementaux, il faut d'abord qu'il y ait un cheminement intérieur, une paix intérieure et un bien-être intérieur. Donc je me suis dirigée vers toutes ces pratiques de bien-être qui, moi, m'ont permis de surmonter énormément de choses, notamment au niveau de mon travail. Et donc petit à petit, toute cette pratique du yoga, de la méditation, parce que donc Alexis dont tu parlais, mon mari, il fait de la méditation depuis qu'il est tout jeune. Et donc on a vraiment eu voilà, cette envie de partager cette clé de bien-être au plus grand nombre. Et donc on a créé Shanti Yoga qui nous permettait de développer toutes ces activités et d'avoir un nom qui corresponde à quelque chose qui nous tient à cœur. Shanti, ça veut dire la paix en sanskrit. Donc c'est quelque chose qui avait du sens. Et c'est vraiment cette idée aussi d'union entre les êtres, d'union avec la nature et d'union avec soi-même qu'on regroupait sous diverses activités, un peu comme une boîte à outils. Donc, comme tu disais, les thérapies naturelles, le yoga, le rapport à la nature, aux animaux, nos activités à travers l'association Raindrop, et qui nous permettaient en fait d'offrir un panel très large en fonction des sensibilités des personnes. Et un peu comme ça, les gens ils peuvent un peu piocher ce qui leur parle durant leur phase de vie, et petit à petit, en général, on remarque qu'ils vont amplifier le panel d'intérêt vers les autres pratiques, mais au moins ça leur permet de toucher un petit peu à tout.
Voilà, et puis donc ce lieu dont tu parlais dans le Périgord qui nous permettait d'être vraiment en cohérence justement avec toutes nos pratiques en étant dans un lieu en pleine nature. Donc voilà, et Shanti Yoga, maintenant c'est principalement une école de formation. Donc je ne donne plus de cours réguliers. L'idée, c'est vraiment de former d'autres personnes pour qu'elles puissent à leur tour transmettre à d'autres personnes et puis que ça se diffuse petit à petit et que ça rayonne en fait. Merci Emeline. On va parler de yoga, d'Ayurveda et de thérapie naturelle dans cet épisode. Alors, on a déjà abordé beaucoup le thème du yoga dans d'autres épisodes. Aujourd'hui, on voudrait s'attarder avec toi sur toutes les autres thérapies naturelles que tu proposes en complément de tes pratiques et formations en yoga et en Ayurveda. Tu proposes notamment des formations et des ateliers sur des week-ends en lithothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la lithothérapie et en quoi elle peut accompagner les soins ou un individu dans sa vie quotidienne? Alors, la lithothérapie, c'est vraiment le fait de soigner à travers les minéraux, les pierres. Donc c'est des pratiques ancestrales qui ont été utilisées, par toutes les civilisations, hein, des Égyptiens aux Romains, aux Mayas, et qu'on a un petit peu oublié en rentrant dans une phase un petit peu, plus rationnelle et scientifique, au niveau médical. Et donc ces pratiques-là sont vraiment extraordinaires. On va utiliser une pierre en fonction d'un ça je vais pas rentrer dans les détails qui sont assez compliqués, mais en fait on crée une résonance au niveau vibratoire entre un certain nombre d'éléments et nos couches énergétiques et le minéral qu'on va utiliser en fonction de ce sur quoi on va travailler. Et donc, on va travailler à la fois sur des aspects physiques, par exemple avec une pierre comme la malachite pour des processus inflammatoires ou de tendinite, ou sur des aspects beaucoup plus émotionnels et de réharmonisation, de rééquilibrage au niveau énergétique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand je forme, que ce soit en yoga, justement en lithothérapie ou avec les animaux, il y a toujours cet apport d'un minéral qui va permettre d'amplifier la pratique. C'est très, très efficace pendant les méditations, donc pour s'ancrer, pour se stabiliser ou pour ouvrir d'autres portes de conscience, mais aussi en thérapie pure. Par exemple, sur les animaux, moi j'ai un chaton qui a été très malade dès la naissance et j'ai beaucoup utilisé la lithothérapie pour l'aider à activer le processus de guérison. Donc, on peut aussi s'en servir en crème de soin, donc pour les rides, pour des problèmes d'eczéma. On peut s'en servir sous forme d'élixir de minéraux pour ingérer, par exemple, quand il y a un état de stress, juste avant un examen, on va faire un élixir de fluorite, des choses comme ça. Donc ça permet vraiment au quotidien, de gérer, encore une fois, à la fois au niveau physique et émotionnel. Alors j'ai un rapport très, fusionnel avec mes pierres, mais c'est vraiment des êtres vivants avec lesquels on peut entrer en communication et qui nous permettent de conscientiser beaucoup, beaucoup d'aspects de notre être. Et c'est toujours, enfin magnifique quand je fais des formations avec les gens, pour qu'ils soient lithothérapeutes, quand justement ils arrivent petit à petit à percevoir la vie qu'il y a dans quelque chose qui nous semble au départ complètement inerte et qui est pourtant plein d'une pulsation de vie et qui a ce dialogue et ce respect, qui s'installe petit à petit et ça devient vraiment des compagnons de vie au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment très, très intéressant et en Ayurveda, ça a toujours été extrêmement utilisé, hein, la pratique de la lithothérapie, notamment à travers le jyotish, hein, l'astrologie védique indienne, qui recommandait telle ou telle pierre en fonction de la constitution et du cheminement de la personne. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de refaire découvrir aussi ces pratiques qui sont extrêmement efficaces. Et justement, est-ce qu'il est possible de savoir quelle pierre convient à quel dosha ou comment on choisit une pierre en fait? Alors, il y a plein de manières de choisir des pierres. Donc, on peut le faire de manière assez théorique. Ça veut dire, j'ai un livre, je sais par exemple que j'ai une tendinite ou que j'ai à gérer un problème de stress. Donc, je vais me diriger vers la pierre dont les propriétés intrinsèques vont me permettre de travailler sur cet aspect. Mais on peut aussi choisir, et ça c'est assez intéressant, de manière intuitive. C'est-à-dire qu'intuitivement, je vais rentrer dans une boutique où il y a des minéraux et je vais me diriger vers la pierre qui m'appelle. C'est vraiment ça, il y a un appel. Et en général, la pierre, on n'en a pas forcément conscience, mais va venir travailler sur des aspects qu'on a besoin de travailler. Et donc globalement, par exemple, pour un pitta en excès voilà, qui est très inflammé, on va éviter les pierres rouges ou les pierres un petit peu feu. Et ce qui est intéressant pour moi en lithothérapie, c'est que justement ma connaissance et mon cheminement en Ayurveda m'ont permis d'avoir une approche de la lithothérapie un petit peu particulière. C'est-à-dire que je travaille en fonction des éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'éther et l'air, qui sont présents chez la pierre. Et donc c'est vraiment une approche très ayurvédique de la lithothérapie. Donc comment l'élément dominant chez la pierre va rentrer en interaction avec l'élément dominant chez la personne. Et donc c'est vraiment
Voilà, vous comprenez ça parfaitement, cette interaction entre différents éléments qui va créer soit un excès, soit au contraire un équilibre. Et donc, je fonctionne comme ça. Et donc, pour mes élèves qui sont très vata, par exemple, un petit peu trop aériennes, très portées sur le plus subtil, je vais beaucoup utiliser des pierres d'ancrage qui vont permettre de les stabiliser, que ce soit en méditation, dans leur pratique en tant que professeur de yoga ou de lithothérapeute. Pour un kapha, qui peut manquer peut-être un petit peu de dynamisme, on va utiliser des pierres un petit peu plus de vitalité, avec un petit peu plus de légèreté et un côté un petit peu plus feu. Donc, par exemple, des pierres un petit peu plus jaune-orangé, comme la citrine, la calcite orange, etc. Donc, c'est vraiment fascinant. Et en soins, quel que soit le dosha de la personne, parce que la plupart des lithothérapeutes que je forme ne sont pas thérapeutes en Ayurveda, il y a quand même petit à petit cette compréhension qu'il peut y avoir un élément dominant dans le corps, même de manière ponctuelle, sans que ce soit le dosha. Et donc, petit à petit, elles arrivent vraiment à placer les pierres en fonction de l'élément dominant chez la personne. Donc, c'est assez fascinant. Ça a l'air Ouais. passionnant. Ouais, exactement. Ça donne envie pour notre pratique d'en savoir plus, quoi. Ouais. Exactement. Et tu proposes également des consultations et des formations en aromathérapie. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est l'aromathérapie? Alors, l'aromathérapie, c'est tout ce qui est soins et thérapie à travers les huiles essentielles. Donc, c'est assez répandu maintenant, les huiles essentielles. Le problème, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est vraiment un concentré très, très puissant de l'essence d'une plante. Et donc, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et l'aromathérapie, en tout cas moi, me permet, que ce soit en prévention ou souvent en soins, d'éviter d'utiliser la médecine allopathique. Donc, je ne décris pas, enfin, décrier dans le sens, je ne rejette pas, mais c'est vrai que ça permet de maintenir en santé le plus longtemps possible. Et moi, ça me permet notamment au niveau de voilà, cette conscience de la nature, de ne pas utiliser de produits chimiques, et par exemple de vermifuger mes chevaux ou de soigner mes chevaux uniquement avec de la phytothérapie pratiquement et des huiles essentielles. Et donc d'éviter de polluer aussi les terres sur lesquelles les chevaux sont. Et donc l'aromathérapie, comme la lithothérapie, on va pouvoir l'utiliser pour les maux du quotidien, par exemple quelqu'un qui tousse, un mal de tête avec de l'amande poivrée, un souci de digestion, mais aussi sur des aspects émotionnels. Donc là, on rentre plus dans ce qu'on appelle l'olfactothérapie, où on va créer une résonance comme en litho entre la vibration, en tout cas c'est comme ça que moi je pratique, la vibration qui émane de l'essence de la plante et une vibration intérieure intrinsèque à la propre personne. Et la réunion de ces deux vibrations va créer un nouvel état. Donc, quelqu'un en état de choc, par exemple émotionnel, on peut lui faire sentir de la camomille romaine qui va lui permettre de surmonter un petit peu cet état de traumatisme. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que entre ces deux pratiques, la lithothérapie et l'aromathérapie, en fonction enfin, des doshas, on voit vraiment quels sont les effets. Et les personnes qui sont très vata, elles vont plus être attirées vers la lithothérapie parce que de par la nature de la pierre, c'est beaucoup plus ancrant, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus matière et dense. Et avec l'aromathérapie, on est dans quelque chose qui est plus subtil et qui va permettre d'apporter plus de légèreté, mais qui peut justement créer un peu un excès chez les vata. Et donc moi, c'est vrai que moi, pour ma pratique personnelle, j'utilise plus, comme je suis très vata, j'utilise plus la lithothérapie que l'aroma. Même si je m'en sers beaucoup, je sais que je fais vraiment la différence suivant les doshas de mes élèves et suivant leur vrikriti, leur déséquilibre, quelles sont les techniques qu'on va utiliser. Voilà. Mais le fait de proposer tout ça, encore une fois, c'est toujours cette idée d'offrir une boîte à outils la plus large possible pour que les gens puissent venir piocher dans ce qui leur convient le mieux. Et donc, tu disais que tu les utilises également sur les animaux. Alors, je sais que les huiles essentielles ne conviennent pas à tout le monde. Il peut y avoir des allergies. Elles ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes. Sur les animaux, comment tu peux savoir si ça leur convient ou pas? Est-ce que tu fais des tests aussi au préalable? Alors, ça c'est une question très intéressante. Alors pour les chats, par exemple, on évite absolument d'utiliser les huiles essentielles parce qu'au niveau du foie, il leur manque une molécule qui leur permet de synthétiser. Donc je conseille vraiment de pas du tout utiliser avec les chats et même de pas trop diffuser si c'est dans un petit appartement et que le chat il a pas moyen de sortir s'il sent que c'est un trop plein. Donc voilà. Pour les chiens, il n'y a pas de problème. Pour les chevaux qui sont des êtres éminemment émotionnels et très sensibles, ce qui est vraiment intéressant, et les chiens aussi, hein, moi je fonctionne comme ça avec tous les animaux, mais les chevaux encore davantage, c'est de leur faire sentir l'huile essentielle. Donc on approche des naseaux et le cheval, il va soit sentir et rester, soit il va se détourner et potentiellement coucher les oreilles. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration avec l'animal et de voir ce que lui apprécie ou n'apprécie pas.
Donc, dans un panel d'huiles essentielles correspondant, par exemple, à sa pathologie, on va chercher ce qui lui correspond le mieux, mais encore une fois, en collaboration avec lui. Et de jamais imposer une huile essentielle à un animal. On ne le ferait pas avec un humain et c'est exactement la même chose avec les animaux. Donc, et de vraiment vérifier, et ça, plus on est proche de son animal, plus c'est facile, quelles sont en fait ses réactions en sentant l'odeur. Et après, on peut vraiment utiliser pour les chevaux, que ce soit justement en olfacto. Donc, par exemple, un cheval qui est très stressé avant de monter dans son van pour un transport, on peut lui faire sentir justement la fameuse camomille romaine ou de la lavande fine, et ça va l'apaiser énormément. Et si par exemple, moi j'ai mon cheval qui a eu il y a quelques semaines la teigne, enfin c'est une petite maladie de peau, et ben là je lui faisais sentir avant de lui appliquer sur la peau. Donc j'avais du titri, de l'ail, j'avais créé une petite huile de massage de soin, et à chaque fois avant de lui appliquer, je lui faisais sentir pour savoir s'il était d'accord pour recevoir. Et c'est vraiment c'est très intéressant, et puis ça crée une relation qui est encore plus fine en plus avec ces animaux, donc c'est assez fascinant. Mais la seule énorme contre-indication, c'est vraiment pour les chats, celle qu'il faut faire attention. On voit que la relation avec les animaux, elle est très importante pour toi, et dans les thérapies naturelles que tu proposes, tu parles de conscience animale. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi, la conscience animale? Alors, donc ce rapport aux animaux, il est pour moi fondamental et vital. Enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'indescriptible. Enfin, vraiment, c'est les premières sensations de bonheur pur quand j'avais 10-11 ans, c'était vraiment quand j'étais avec mon cheval. Ça fait 22 ans qu'il m'accompagne, j'en ai 33, donc on a fait un beau bout de chemin ensemble. Et c'est vraiment mon plus grand guide et mon compagnon de route. Et il y a vraiment cette sensation d'une plénitude que les gens perçoivent vraiment assez rapidement quand ils sont au contact des animaux. Et c'est pour ça que dans notre lieu, on a des chats, des poules, on a des chevaux, on a des tortues. Enfin, l'idée, c'est que aussi les gens ils soient en contact avec la nature et avec tout ce que l'animal peut apporter comme thérapie, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et donc, cette idée de conscience animale, c'était vraiment de ne pas aborder l'animal juste comme je ne vais pas dire outil parce que c'est trop péjoratif, il y a peu de gens quand même qui le voient comme ça, mais par exemple chez les cavaliers, d'arriver après sa journée de travail stressé et de poser la selle, de monter sur le cheval et vraiment de se décharger émotionnellement sur l'animal sans avoir pris le temps de prendre contact avec lui. Et donc, c'est vraiment cette idée de conscientiser qu'on a un être vivant en face qui est doté d'émotions, de ressentis et aussi d'une capacité à absorber énormément pour faire plaisir à son maître. Donc les animaux prennent énormément d'émotions, de tensions et de pathologies de leurs humains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de cancers, de tumeurs chez les animaux alors qu'il n'y en avait pas autant il y a des années. Donc ça, c'est cet aspect-là, déjà du respect de l'homme dans son approche de l'animal, mais aussi de l'animal comme un énorme thérapeute. Quand il est d'accord, évidemment, par contre. Il faut vraiment que ce soit un échange. Et j'ai fait beaucoup de séjours mêlant yoga, justement, et conscience animale, où on amène les gens dans un certain état de conscience, d'intériorisation et de perception. Et après, il y a vraiment un échange qui se crée avec le cheval, mais sans le monter obligatoirement. Donc, c'est vraiment, je prends soin de l'animal et en contrepartie, il y a un écho qui se crée qui va permettre un certain nombre de guérisons émotionnelles chez l'humain. Et on voit vraiment un effet miroir. Donc, on dit souvent que le cheval, c'est un miroir de l'âme de l'homme, et c'est vraiment ça. Et donc, je travaille vraiment en symbiose entre les chevaux et les personnes qui viennent à ces séjours de conscience animale. Et petit à petit, c'est de les aider à rentrer dans une communication, de vraiment percevoir ce que l'animal a à leur dire. Donc là, c'est quelque chose de plus fin qui met plus de temps, mais qui est aussi très, très efficace et passionnant dans la relation entre les hommes et les animaux. Donc du coup, l'animal que tu utilises, entre guillemets, enfin avec lequel tu collabores pour les séances que tu proposes, oui. C'est les chevaux. Oui. Et si une personne a peur du cheval, comment peut se passer une séance? Est-ce que c'est un frein pour ce type d'accompagnement? Bah justement, on va y aller vraiment en douceur, et le fait d'avoir toutes ces pratiques de yoga et de méditation avant, ça permet vraiment de travailler sur la gestion des peurs de la personne. Donc moi, j'ai un énorme travail, un énorme accompagnement, quelles que soient les thérapies que je propose sur la gestion des émotions. Et donc, on va y aller vraiment tout en douceur, sans jamais forcer la personne. Et l'avantage qu'on a, c'est comme on a 28 hectares de nature, c'est que les gens peuvent rester loin des chevaux. Donc, en juillet, par exemple, j'étais en yoga thérapie sur le féminin sacré et j'avais des élèves qui avaient peur. Et il y a un matin, on allait méditer avec les chevaux, donc au lever du soleil, et les chevaux sont restés loin. Et donc les élèves, elles ont fait leur méditation, les chevaux étaient tranquilles, et quand on est ressorti du pré, les chevaux se sont approchés tout doucement
et toutes les élèves ont pu les approcher. Mais parce que les chevaux, ils savent le travail que je fais et que je les informe aussi, que j'ai une énorme communication avec eux. Et donc aussi, ils savent parfaitement comment intervenir à quel moment. Donc c'est pas, comme tu dis, c'est pas une utilisation, c'est vraiment une collaboration et un échange d'âme, un échange d'amour. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour les élèves, c'est magnifique, quoi. Même ceux qui ont peur, petit à petit, on arrive. Et moi, je force jamais. Si un élève qui a vraiment peur, il va rester un petit peu en dehors, où j'attache le cheval, comme ça, elle sait il peut pas y avoir de problème. Et c'est pas qu'avec les chevaux. La dernière formation d'énergétique que j'ai fait, j'avais mon chaton et elle a énormément participé à la formation. Elle est venue méditer dans les bras d'une des filles qui avait peur des chats. Donc, on était tout en cercle. Elle a fait le tour de toutes les personnes et elle est venue se blottir dans ses bras. Et il y a eu un échange. La fille, petit à petit, a senti que mon chaton avait besoin d'un soin parce qu'elle était encore malade à cette époque. Et elle lui a fait un soin et ça a complètement levé toutes ses peurs sur les chats. Est-ce que tu proposes également des conseils aux personnes qui ont des animaux et qui voudraient créer ce lien avec leur animal? Quand je suis en soin entre guillemets d'un animal, la plupart du temps, il faut soigner son humain en même temps. Donc, il y a vraiment un travail, je veux dire, un effet miroir. Et donc, l'idée, je sens jamais culpabiliser, mais c'est de faire prendre conscience aussi à l'humain que c'est aussi ce qui émane de lui et son rapport avec son animal qui peut induire un certain nombre de comportements chez l'animal. Et donc, on travaille toujours vraiment en symbiose avec l'humain et avec l'animal. Et donc, l'idée, c'est de donner des conseils à la personne pour qu'elle puisse établir la plus belle relation possible avec l'animal qu'elle a choisi. Ouais, c'est vraiment une relation entre l'homme et l'animal. Et selon toi, que peut apporter un animal en termes de développement personnel ou d'accompagnement d'une personne? Énormément de choses. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà en termes d'amour qui est diffusé et d'un amour qui est vraiment sans limite. Et ça, c'est quelque chose dans notre société qui peut manquer, hein, voilà, il y a des gens qui sont très seuls, même en étant dans des villes pleines de monde. Et donc là, on est dans un contact qui est sans arrière-pensée, sans mental excessif. C'est vraiment un don et un échange au quotidien et de l'amour de l'amour pur. Et au-delà de ça, il y a vraiment cette conscience qu'un animal, il n'est pas dans le mental. Il est vraiment dans une succession de maintenant, une succession de moments, et sans se projeter soit dans une image de lui-même, soit dans des peurs excessives. Et ça, j'en parle souvent à mes élèves quand justement on parle du système sympathique ou parasympathique, qu'on cherche à équilibrer en yoga et en ayurveda. Et donc un cheval, typiquement, il broute tranquillement, il va avoir peur, il va s'enfuir d'un coup, il voit que c'était pas quelque chose de trop dramatique, et l'instant d'après, il a oublié, il se remet à brouter. Et donc, c'est vraiment cette idée que nous, on est vraiment en proie à nos peurs et à une surmentalisation. Et donc, le fait d'être au contact de l'animal, ça va nous permettre de revenir un petit peu dans quelque chose de plus pur et de plus conscience du moment présent. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve fondamental dans nos sociétés. Et puis, au-delà de ça, il y a vraiment ce contact de l'animal qui est présent dès que la personne en a besoin. Enfin, je l'ai testé plein de fois sur des gens qui avaient soit des douleurs physiques, soit émotionnellement qui étaient un petit peu tracassés ou qui étaient dans le chagrin. Et l'animal, tout de suite, il va venir pour réconforter. Et encore une fois, sans arrière-pensée. C'est vraiment un don et un échange sans attente, en fait, énoncé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Et moi, mon cheval, quand je vous dis que c'est mon plus grand guide, c'est vraiment ça. Il m'a appris énormément de choses parce que son comportement était le reflet du mien. Donc, des périodes où j'étais justement très vata, très stressée, où je me posais pas, en fait, lui, il me renvoyait cette image de moi-même. Et je disais, mais oui, en fait, il fait ce que je suis en train de faire. Et ça me permettait de me canaliser. Et sur la gestion des émotions, c'est pareil. S'il y a des périodes où je suis un petit peu plus fatiguée ou un petit peu moins bien, je sais qu'à partir du moment où je vais voir mes animaux, je mets tout ça de côté pour pas me décharger sur eux. Et donc, en fait, je vois qu'il y a la capacité de créer cet espace intérieur et de se délester de ces tensions, de ces poids pour quelqu'un d'autre. Et cet autre, moi, c'est mes animaux. Bah, il y a mon mari, ma famille, mais avec mes animaux, c'est très facile. Et donc, ça nous montre aussi cette capacité qu'on a à mettre les choses de côté pour le bien de l'autre si on n'est pas capable de le faire pour soi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et la dernière chose, c'est dans le processus de gestion des émotions. Ça, j'en parle beaucoup avec mes élèves et ça les aide quand on prend leurs animaux en référence. C'est quand elles sentent une colère, une tension ou une peur monter, de transformer cette émotion en autre chose. Donc, d'utiliser cette énergie pour la transmuter. Donc, elles laissent l'énergie monter
par exemple sous la forme d'une couleur. Elles identifient les manifestations physiques que ça peut générer. Et au moment où elles sentent que ça va les dépasser, elles vont remplacer par l'image de leur animal. Et moi, je fais ça avec mon cheval. Et mon amour pour mon cheval est tellement fort qu'en fait, ça va effacer complètement, ça va transformer la sensation colère par une sensation amour. Donc, ça demande un petit peu de pratique. Une fois que c'est posé, c'est vraiment très, très efficace. Et donc, tous les gens qui ont des animaux, ils peuvent tester ça. Et donc, de mettre par l'image de l'animal qu'on aime, ça va permettre en fait de laisser l'émotion colère ou l'émotion frustration descendre et petit à petit se dissoudre. Donc, c'est très, très efficace. On imagine le lieu dans lequel tu vis, donc avec la nature et des animaux autour de toi. Et on voulait Ouais. savoir du coup quels sont tes rituels le matin pour bien commencer la journée. Alors, donc je me lève assez tôt et la première chose, c'est que je fais un câlin à mon chat qui dort avec nous, enfin tout à côté toujours. Donc dès qu'elle voit qu'on se lève, elle vient. Donc on a un étage, donc je descends avec elle, je la nourris. Après, je me fais un petit verre d'eau tiède et souvent, suivant la saison, je laisse infuser des plantes ou pas. Donc je bois mon eau chaude et après, je file m'occuper des chevaux. Donc je vais les nourrir, leur faire des câlins, voir si tout le monde va bien, leur amener le foin. Et c'est pour moi un moment qui est magique parce que tout est très calme. Souvent, je vois le soleil se lever et je suis juste en observation de la nature avec les chevaux qui sont près de moi. Et donc, c'est des moments qui sont assez extraordinaires et rares parce que le reste de la journée, il y a toujours beaucoup de choses à faire et une agitation. Et là, souvent, même Alexis, lui, il est encore en train de dormir. Et c'est vraiment cette sensation d'être juste en communion parfaite avec la nature. Après, j'ai les poules qui m'appellent parce que quand elles m'entendent avec les chevaux, elles veulent que je leur ouvre. Donc après, je vais ouvrir à nos 5 poules et puis je les nourris. Et après, les tortues, elles dorment encore à cette heure-là, donc je les laisse dormir. Et puis après, je joue un peu avec Yamuna c'est notre chat qui nous attend, qui m'attend toujours aux écuries. Et puis après, je remonte dans la chambre et là, je fais un petit peu mes pratiques personnelles. Donc je fais beaucoup de méditation, des étirements et enfin des pratiques de yoga, de respiration et de la lithothérapie. Et après, je descends et je prends mon petit déjeuner et la journée commence. Voilà. Mais c'est vrai que ma priorité, c'est d'abord, je vais d'abord avec mes animaux et d'avoir créé ce petit rituel qui, comme pour un vata, n'est pas forcément obligatoire, facile parce qu'on n'aime pas trop la routine. En fait, encore une fois, de le faire pour les animaux, pour moi, c'est un bonheur et ça me permet de stabiliser en fait. Donc c'est assez intéressant depuis que je suis dans ce lieu de voir comme ça m'a stabilisé, ça m'a ancré sans demander un effort d'apaiser mon vata potentiellement en excès, quoi. Donc c'est très intéressant. Quels sont tes projets pour les mois et les années à venir? Waouh. Alors, il y en a toujours beaucoup. Donc là, on a ce lieu qu'on a créé, donc l'Oasis de l'Aube, qui est un écolieu qu'on voit vraiment comme un espace ressource, un espace de lumière partagé avec tous les gens qui y viennent. Et ma priorité, en plus de toutes mes formations, parce que là, je fais 2 formations de yoga initiale par an de professeur. Je fais pré-post-natal, je fais des formations de yoga thérapie, d'énergétique, de lithothérapie. L'idée dans les mois et années à venir, c'est de me centrer vraiment sur les animaux et sur le soin de l'animal. Donc, les différentes techniques de lithothérapie, aromathérapie, phyto appliquées aux animaux. Et là, mon gros projet, donc qui est encore un peu secret, qui est en préparation, c'est un livre d'Ayurveda appliqué aux animaux. Donc ça, c'est mon gros truc parce que j'ai vu que ça n'existait pas trop. Et donc l'idée, c'est d'avoir de tout ce qu'on fait sur l'humain, de pouvoir le conscientiser sur les animaux. Parce que les animaux, ils sont aussi Vata, Pitta ou Kapha. Ils ont aussi leur tempérament. Et quand on prend conscience de ça, dans la manière aussi de les alimenter, de les aborder, ça change beaucoup de choses. Et donc ça, c'est mon gros projet. Et de créer dans cet espace un centre un peu refuge aussi pour les chevaux âgés ou qui ont été abandonnés et de pouvoir les soigner principalement avec des thérapies naturelles. Donc ça va se mettre en place petit à petit, mais c'est ça le gros projet. Écoute, c'est des super projets, Emeline, et d'ailleurs, je crois que peut-être les auditeurs vont l'entendre aussi. Les chiens de Lorraine se sont mis à japper. Ils approuvent complètement. Je pense qu'ils approuvent complètement. Ils attendent ce livre. Ouais. Et puis, on t'invitera peut-être à nouveau sur le podcast pour que tu nous parles de l'Ayurveda chez les animaux, justement. Ah bah, avec grand plaisir. Ça peut être très, très intéressant. Donc, ça peut être dans nos projets du podcast de te recevoir avec grand plaisir pour parler de ça. Alors, nous avons une petite question rituelle dans le podcast qui s'appelle l'instant de gratitude.
Et nous aimerions, à travers cette question, savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, ce que tu aimerais remercier. Bah, là, ce qui me vient, c'est mon cheval, donc c'est voilà. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, la vie sous toutes ses formes et la nature parce que enfin, encore plus en étant dans un lieu comme ça et là, quand je suis retournée à Paris, ça a été un vrai choc et j'ai extrêmement de gratitude justement envers la nature et tout ce qu'elle nous apporte quand on prend juste le temps de s'y déposer quelques instants et ça m'a fait beaucoup de peine de rentrer à Paris et de voir à quel point, les hommes en sont déconnectés et cette sensation d'une course et d'une fuite illusoire vers quelque chose qui ne comblera pas, ce vide qu'on ressent et la nature, elle est là justement pour combler ce vide et sans qu'on ait rien d'autre à faire et donc de me lever chaque matin, d'entendre les oiseaux, de voir les abeilles, de voir les chevaux à côté de moi et d'être dans la nature tous les matins. J'ai vraiment une sensation de gratitude et j'éprouve une chance extraordinaire, de pouvoir avoir ce contact avec la nature dont beaucoup de gens, sont déconnectés et pas par choix souvent, hein, c'est parce qu'ils ne peuvent pas et donc j'ai vraiment de la gratitude pour ça et pour la vie qui m'a amenée à ça, justement de pouvoir concrétiser tout ce dont je rêve et de mettre en cohérence, mes valeurs, ma vision du monde et mon quotidien et ça, je pense que j'ai sacrément de chance. Merci beaucoup, Emeline, pour ta participation Bah à ce podcast et pour tous les bons conseils d'aujourd'hui. merci à vous, ça c'est vraiment toujours un plaisir de partager tout ça, donc merci beaucoup. Merci énormément, Emeline. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Eh ben, que je trouve super que vous diffusiez ces pratiques. Vraiment, donc merci à vous parce que c'est voilà, c'est extraordinaire et le monde et la nature et la vie et l'humain et les êtres en général en ont besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à à toi. toi, Emeline. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!